Oui, bon, bonjour, Thierry Demand. Donc, je suis architecte système, particulièrement sur Office 365. Et j'ai un long historique d'administration Exchange et ça fait 19 ans que je suis MVP sur ces technologies. Donc là, j'étais un petit peu plus loin que mes possibilités habituelles, dans le sens où j'ai fait un peu de développement, ce que je faisais plus depuis très longtemps. Alors, quand je dis développement, c'est un bien grand mot. Je ne suis pas passé encore à C#, mais on va passer principalement du temps sur PowerShell. Et le problème, c'était donc, comment dire, un problème de... On va passer un petit peu un agenda. Alors, ce qui est important, c'est que ceci est le fruit d'une expérience concrète, c'est-à-dire que chez un client en particulier, il y avait un problème de migration, de partage de fichiers. Il y avait environ 2 Tera 5 de données à migrer sur Office 365 et relativement rapidement sur Teams. Donc, c'est un retour d'expérience qui a été utilisé efficacement. Donc, le client possédait une importante quantité d'informations, comme je disais, environ 2,5. Le problème, c'est que ces données étaient hébergées sur une étape et que malheureusement, la copie depuis une étape ne permet pas d'utiliser, par exemple, des outils style Robocopy. Autre problème, on ne peut pas utiliser Mover.io. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Mover, c'est un outil qui est maintenant proposé gratuitement par Microsoft et qui permet de migrer gratuitement à peu près n'importe quoi, du bug, etc., mais uniquement à condition que la destination soit Microsoft, c'est-à-dire en l'occurrence Office 365 ou Azure. Alors, il y a d'autres outils aussi. Alors, Mover, comme d'autres outils, propose de passer par le stockage Azure, ce qui fait qu'en fait, on doit faire une double copie. Ça prend du temps, ça implique d'avoir un coût supplémentaire de stockage en fonction du nombre de Tera. Et donc, le client souhaitait une migration directe la plus simple possible. En l'occurrence, le client avait en vue Robocopy et donc il avait prévu un temps relativement court en disant Robocopy, c'est facile et il n'y aura pas de problème. Alors, la première étape, c'est de se dire on a des données qui sont partagées, qui sont destinées à un certain nombre de groupes, et comment on va gérer la sécurité dans la partie Teams. En fait, ça, c'est relativement compliqué dans le sens où il y a plein de droits et de différents qui ont pu être appliqués au niveau du file system. Et il est bien entendu quasiment impossible de répliquer à l'identique la sécurité côté Office 365 et en tout cas sur Teams. Donc, la solution qui est trouvée, c'est de se dire, en fait, chaque groupe, chaque partage particulier pour une entité, pour soit comptabilité, pour un service précis, on va lui donner accès à un Teams dans lequel on va retrouver toutes ces données. Malheureusement, on ne va pas reprendre individuellement chacune des permissions de chacun des fichiers. Ça serait un peu trop compliqué. On verra plus tard. Il y a des solutions, mais ces solutions-là, on les applique en général dans un deuxième temps. Donc la solution, c'est qu'on va créer une équipe par groupe ou par ensemble de données qu'on va récupérer. Et on va considérer que parce que comme tous les utilisateurs ont tous les droits de modifier, de supprimer, etc., dans cet ensemble, on va considérer que le versionning et le fait de pouvoir récupérer les éléments supprimés si nécessaire vont suffire pour permettre de récupérer les données si un problème ou une mauvaise manipulation est faite. Donc la première étape, c'est qu'on va créer une équipe team pour chaque groupe. Alors maintenant, lorsqu'on crée une équipe, alors ce qui est très important, c'est que le nom de l'équipe va conditionner l'URL, c'est-à-dire le nom du site SharePoint qui sera associé à cette équipe. Alors, ce qui est très important, c'est que si vous renommez, si vous dites tiens, j'ai pas choisi le bon nom, etc., derrière, il va créer une nouvelle URL et il va garder le nom sur l'ancien. Donc, il y a parfois le problème de devoir nettoyer les noms qui ont déjà été utilisés, sinon vous ne pouvez pas le reprendre. En fait, vous avez pris un nom, il est brûlé tant que vous ne faites pas une action pour aller supprimer dans SharePoint la redirection qui est faite entre l'ancien nom vers le nouveau nom. Alors, comment on gère cet aspect-là? On va spécifier au moment de la création ce qu'on appelle un mailing name, c'est-à-dire un alias. Et ce nom-là va permettre de créer à la fois l'URL et l'adresse de messagerie qui va correspondre au groupe d'utilisateurs de l'équipe Teams.
Alors, néanmoins, ce n'est pas parce que vous choisissez l'alias qui sera forcément utilisé. Si au moment de la création, ils se rendent compte qu'il y a déjà un nom identique qui a été utilisé par le jeu des renommages, etc. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il va falloir nettoyer les redirections, puis renommer l'équipe correspondante, modifier l'URL. On peut modifier le nom du site à condition que les noms n'aient pas déjà été utilisés par ailleurs. Alors ici, je vous ai mis la commande à l'écran de type très basique. Dans l'occurrence, on va créer une équipe qui va s'appeler Bootcamp. On peut y mettre des membres. Donc là, on va supposer qu'on récupère dans un fichier texte tous les membres du groupe Windows ou des gens qui ont accès. Ce n'est pas forcément un groupe Windows. On va récupérer tous les gens qui ont accès. On va pouvoir aussi y ajouter des membres extérieurs. C'est-à-dire si vous voulez avoir des guests qui soient définis dès la création, si vous mettez une adresse d'une personne externe dans ce groupe, elle fera automatiquement partie de l'équipe Teams à l'arrivée. Donc là, je vais me connecter. Je vais lancer un PowerShell. Sur cette ligne de commande, enfin sur cet écran là où tu avais tes commandes, oui. Le links, il correspond à quoi? Le link, c'est les noms des adresses de messagerie. En fait, on peut définir un ou plusieurs liens. Okay. Alors, le problème, c'est que lorsqu'on le crée, on ne trouve pas tout de suite le groupe affiché et gérable. Donc, l'avantage d'unifier le groupe, c'est qu'il permet de récupérer le groupe qu'il soit créé dans Exchange, enfin dans l'administration Exchange, dans l'administration SharePoint ou ailleurs, ou un groupe Office 365 classique. Ok. Donc, l'avantage, c'est qu'il s'adapte à tout et il est conseillé d'utiliser. Par exemple, si vous faites un get team, dans Team, vous ne pouvez pas ajouter les membres. Vous avez l'objet Teams, mais vous n'avez pas le member. Vous pouvez afficher les membres, mais vous ne pouvez pas en ajouter. Vous n'avez pas la commande. Donc, en fait, on ne va pas faire un add user dans l'équipe Teams, on va faire un add user dans le groupe unifié. Ok. Donc là, je vais d'abord me connecter. Alors là, on a tous une série de petites commandes qui vont bien. Je retrouve la bonne. Donc là, en fait, j'ai un script qui me connecte à la fois à l'environnement Exchange, l'environnement SharePoint, l'environnement Teams, plus quelques autres sur AIP. Donc ça permet d'avoir d'un seul coup l'ensemble des services disponibles. Donc là, on a vu la connexion AIP. Il y a une petite astuce pour se connecter automatiquement à l'environnement SharePoint parce que le nom, il est différent. Il n'est pas directement identique au nom du tenant. Donc là, on retrouve notre petite instruction Teams que j'ai définie plus haut. Et si j'ai bien libéré l'environnement, donc en même temps, je me connecte sur l'environnement en tant qu'administrateur Teams. Donc là, il nous a bien créé un nouveau groupe Bootcamp. Donc là, il nous a rajouté 3 utilisateurs qui font partie de l'environnement et un utilisateur externe, qui est en l'occurrence une adresse free.
si maintenant je regarde ici, donc en l'occurrence, par exemple, je vois que le bootcamp n'est pas encore arrivé dans la liste. Donc là, je le vois, j'ai bien mon bootcamp qui a été créé ici, avec les différents membres. On voit qu'il y a l'honneur, effectivement, la personne qui a créé. On a un guest pour l'utilisateur extérieur. Donc maintenant qu'on a cet environnement, l'objectif, le but maintenant, c'est d'y accéder de format WebDAV. C'est-à-dire, en fait, on veut un mode simplifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai envie d'y accéder comme si c'était un système de fichiers classique. Et ce qui est proposé par Microsoft, c'est un accès de type WebDAV. Alors l'accès WebDAV, normalement, est censé faire comment ça s'appelle, de l'authoring, du digital, etc. Enfin, d'avoir la notion de métadonnées. Malheureusement, c'est très peu ou plus du tout utilisé de cette manière. En revanche, ça reste un très bon moyen d'accéder aux données. Et ça permet d'avoir une visu rapide en disant, ben voilà, j'ai une unité 10 à gauche, un partage de fichiers avec autant de gigas. Je fais une action de copie et je regarde à l'arrivée combien est-ce que je retrouve la même quantité, est-ce que je retrouve la même information de manière visible. Alors, maintenant, pour utiliser WebDAV, il y a un prérequis. Alors, sur les Windows clients, ça s'appelle Web Client, il est déjà installé, mais il est généralement arrêté par défaut. Donc, il faut juste vérifier qu'il soit disponible. Normalement, dès que vous faites une action de connexion, ce service doit démarrer. Sur un serveur, parce que là, quand on va dire je vais migrer des terras de données, on ne va pas le faire forcément avec une station. On va être un serveur avec plus de mémoire. Et dans ce cas-là, il faut installer une feature qui s'appelle le redirecteur WebDAV. Maintenant, on a parlé de deux types d'accès. On a un accès, en fait, Teams, qui, en fait, met toutes ces données dans SharePoint. Donc, en fait, on a un accès vers SharePoint. Et on a un accès OneDrive. L'accès SharePoint, ça sera dans l'occurrence, dans le cas d'une équipe Teams, ça sera une URL qui sera la même pour tout le monde. En revanche, chaque OneDrive aura effectivement une URL différente. Alors, comment c'est composé l'accès dans le cas d'un accès Teams? On a toujours le nom du tenant qui, lui, ne change pas, sharepoint.com, le nom du site et le nom de l'équipe Teams qui, en fait, est aussi le nom d'une équipe, d'un groupe SharePoint. Alors, ce qui est très important, c'est qu'à partir du moment où on va vouloir modifier, répliquer plusieurs fois des données, des grosses quantités de données, on va faire une première réplication, ce qu'on appelle une réplication initiale. On va vérifier que tout soit bien. On va supposer que les gens continuent à travailler sur la source. Et donc, ça veut dire qu'on va devoir faire des delta, des réplications suivantes. Ça veut dire que sur le serveur qu'on a choisi d'utiliser pour faire la migration, il est très important de spécifier, de conserver l'authentification. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous connectez souvent dans la partie web sur un site web, avant de quitter ou juste après l'authentification, il dit « Souhaitez-vous conserver cette authentification ?» Il est très important de cocher. Ça veut dire que le fait que ce soit coché, quand vous lancez une instruction qui va durer plusieurs heures, voire 24 heures ou plus pour répliquer des données, il faut qu'il puisse se réauthentifier automatiquement. Le deuxième aspect qui est très important pour que ça marche, pour qu'on puisse ajouter des espaces distants sous WebDAV sous forme de disque, c'est que l'espace soit approuvé. Sinon, effectivement, à chaque fois, vous aurez des alertes. Quand un espace n'est pas approuvé automatiquement, vous devez valider la connexion. Et donc, du coup, il n'y a pas de reconnexion automatique dans ce cas-là. Les scripts ou l'authentification est incapable de rejouer ou de valider cette demande. Pour accéder à un OneDrive, donc là on a vu, on a déjà notre accès, c'est-à-dire si je vais dans SharePoint, alors on a vu l'administration, je vais maintenant lancer la partie utilisateur.
lorsqu'on est sur la partie, donc là, je ne sais plus en administration Teams, je suis en utilisateur Teams. Je retrouve bien mon bootcamp qui apparaît ici. J'ai le canal général. En fait, c'est l'équivalent de la librairie de données qui est créée automatiquement pour mettre les données par défaut. Si je vais dans Fichier, j'ai effectivement un dossier par défaut qui ici veut bien apparaître. Oui, donc là, je suis dans le général. Donc là, je vais me passer dans SharePoint. Alors, ce qui est très important, c'est qu'en fait, lorsque la librairie de documents est créée, il crée document, rien ne vous empêche de créer d'autres dossiers à côté. D'accord? Vous pouvez créer autant de dossiers que vous voulez. En revanche, les seuls dossiers qui seront vus par les utilisateurs seront ceux qui seront mis copiés dans Général. Donc, faire attention, si vous faites une erreur, notamment dans les scripts, et que vous positionnez mal le dossier destination, c'est assez long et assez complexe de remettre les données au bon endroit, pour un tas de raisons. Donc là, le dossier est créé automatiquement. Dans le cas d'un... Donc là, on va repasser sur la partie OneDrive. OneDrive, par définition, normalement, on affecte la licence à l'utilisateur OneDrive, et c'est lorsque l'utilisateur se crée que l'environnement est créé. Maintenant, par exemple, là, le client il disait, on s'est rendu compte qu'il y avait un dossier qui s'appelait RH, il n'y avait qu'une seule personne qui devait avoir accès à ce dossier, on s'est dit, on ne va pas créer une équipe Teams pour cet unique utilisateur, on va donc utiliser son OneDrive. En revanche, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'espace, le stockage associé à l'utilisateur n'est pas créé automatiquement. Alors, soit il est créé par l'utilisateur, soit il peut être initialisé par l'administrateur. On va aller voir dans l'administration. Donc là, je me lance sur l'administration. J'ai un utilisateur. Par exemple, ici, je prends l'utilisateur Audrey Demand. J'ai une licence OneDrive, donc je peux aller dans la partie OneDrive. Et j'ai cette notion de créer un lien. C'est-à-dire que si l'utilisateur ne s'est jamais connecté, alors à la fois, ça vous permet de générer l'environnement si c'est nécessaire, et ça vous permet de récupérer l'URL, c'est effectivement l'URL que va utiliser l'utilisateur pour accéder à ces données. Et l'avantage, c'est que vous, en tant qu'administrateur, vous pouvez aussi utiliser cette URL-là pour précharger des données. Alors, on voit que par défaut, on a droit ici à 1 Tera de données par utilisateur. Ce qu'il faut, pour le client, par exemple, on avait un archivage qui faisait 1 Tera et quelques. On peut aller jusqu'à 5 Tera. On peut dépasser cette limite de manière ponctuelle pour un utilisateur en disant cet utilisateur-là, il a eu. Et si le client il a une licence 5, il peut aller jusqu'à 5 Tera de données. Donc là aussi, il y a des valeurs qui peuvent être différentes. On peut aussi diminuer si on ne veut pas que l'utilisateur dépasse une limite particulière. Alors, je ne l'ai pas montré non plus tout à l'heure, mais si je regarde la partie, alors je recherche l'environnement SharePoint. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'en fait, dans la partie SharePoint, enfin, donc pour nous, les données Teams, puisqu'on va migrer toutes les données dans des équipes Teams, en fait, on est limité en stockage et on est limité en fonction du nombre d'utilisateurs qu'on a. C'est-à-dire, en fait, par défaut, on a droit à 1 Tera et on a droit à un certain nombre de gigas supplémentaires en fonction du nombre d'utilisateurs et du type de licence. On va voir si je retrouve. Montrer dans l'administration SharePoint. Donc si je vais sur l'aspect site, vous voyez par exemple ici, moi j'ai que 25 licences et j'ai droit à 1 Tera plus les 29 que j'ai, les 200, c'est lié au nombre d'utilisateurs. Et ça veut dire que c'est un élément très important. Avant de migrer une grosse quantité de données, veuillez vous assurer que le client que vous avez
dispose bien du stockage nécessaire. Sinon, il faudra peut-être rediriger certaines données vers du OneDrive, qui peut aussi partager vers un nombre moins important d'utilisateurs, mais qui peut aussi partager des données. Voire l'autre solution, on peut acheter du Tera supplémentaire. Si le client n'a droit qu'à 1,5 Tera et vous avez besoin de migrer 3 Tera, il va falloir louer du stockage supplémentaire pour ces données. On va repasser sur la présentation. Parce que je pense qu'il y a encore pas mal de choses à voir. Donc effectivement, le client disait oui, j'ai envie de migrer, il y a des utilisateurs qui ont supprimés, qui avaient un OneDrive, qui sont devenus des boîtes partagées. Ben, malheureusement, si une boîte partagée d'un utilisateur, il ne peut pas avoir de OneDrive. Il n'a pas la licence qui va bien pour le faire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si on a beaucoup de OneDrive à précharger, notamment chez ce client-là, j'avais du Box à migrer vers du OneDrive, on peut initialiser tous les environnements d'un coup. On peut dire, je prends tous les utilisateurs et les environnements seront initialisés en fonction de la stratégie. Alors, ce qui est important, c'est que, en fait, vous pouvez choisir comment est composé le nom, l'URL que l'utilisateur va utiliser. Alors, il y a des limites, hein, effectivement, mais vous pouvez dire, est-ce que c'est le nom complet, est-ce que c'est l'adresse email, est-ce que c'est uniquement le prénom, est-ce que c'est le... Et ça veut dire qu'à un moment donné, si vous générez un environnement, l'utilisateur va conserver le nommage qui était actif au moment où il a été créé. Si vous modifiez la stratégie, ça ne va affecter que les nouveaux utilisateurs, ça ne change bien entendu pas le nommage pour les utilisateurs précédents. Ce qui est important aussi, c'est que du coup, quand vous devez migrer des données, vous devez bien récupérer l'URL qu'a l'utilisateur en réalité et pas celle que propose la stratégie. Ça, vous ne pouvez pas faire une composition automatique en disant il a ça comme nom, donc il va avoir ça comme URL. C'est pas vrai, ça peut changer en fonction de la stratégie qui était en place au moment où son environnement a été créé. Alors n'hésitez pas à m'arrêter hein, si vous avez des questions. D'ailleurs, je n'ai pas vu si... Non, je regardais s'il y avait des éléments, des questions particulières. Donc, les erreurs classiques quand on ajoute l'environnement, c'est le fait de ne pas avoir ajouté le site web dans l'éprouvé. Donc là, on dit accès refusé. Et le fait d'utiliser des URL qui ne semblent pas valides. Alors, ça, les éléments sont variables. Donc là, on va faire une petite démo rapide de l'accès. Alors ici, c'est un peu moins drôle dans le sens où j'ai déjà les éléments au bon endroit. Et normalement, j'ai déjà les validations. Voilà, en l'occurrence. Justement, effectivement, j'utilise le lien qui a été créé. Donc là, j'ai mon accès SharePoint qui a bien fonctionné. Je vais valider que le site web soit bien accessible. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Alors, ça veut dire quoi? Je vais vérifier. Donc, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Ici, en l'occurrence, on a le bootcamp. Vous voyez, j'ai bien mis bootcamp. Il a créé le nom de site bootcamp. En revanche, l'URL, il a vu certainement que le bootcamp était encore utilisé, et donc il me l'a refusé. Si maintenant, oui, donc ici j'ai bien les données. Alors là, deux choses l'une, soit effectivement je dis, bon ici pour l'exemple, je vais me corriger en mettant un bootcamp neuf dans le... Sinon, on peut aussi modifier. Donc là, on peut modifier le nom du site. On peut aussi modifier ici l'URL. Effectivement, si c'est utilisé, il va probablement me dire non, non, vous n'avez pas le droit. Là, c'est un petit peu long à accéder.
On va vérifier. Donc c'est bien ce qu'il me dit, il est encore utilisé. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps ici, c'est qu'on va le mettre en 9. Il me dit le nom est bien disponible. Alors ça veut dire qu'ici je vais reprendre ma commande sur le L. Je dis voilà, je vais mettre le nom de l'URL qui lui est fonctionnel. Et j'ai bien mon lecteur L. Ça veut dire que maintenant, je peux ici directement accéder au dossier. Et je retrouve mon dossier général dans lequel je vais pouvoir copier des données. Alors, sachez que si on veut renommer ici, on peut, avec des commandes SharePoint, directement supprimer, accéder à tous les liens ou les noms qui ont pu être utilisés et réutiliser le nom qu'on voulait pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté au niveau des utilisateurs. Ici, bien entendu, je ne demanderai pas à utiliser un bootcamp 9 si le nom désiré, c'était bootcamp. OK. Alors, l'ajout d'emplissement réseau, c'est simplement au niveau de l'interface Windows. Alors, dans notre cas, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais c'est juste pour dire que c'est possible. On peut ajouter un emplissement réseau. Donc, l'assistant me lance de l'autre côté. Et là, vous pouvez spécifier votre URL. Si on va mettre 9. On peut le nommer. Donc, on peut avoir... Ici, en l'occurrence, on met... Et on accède aux données de la même manière, sauf que là, on n'a pas utilisé de lettres particulières, ce qui peut ne pas simplifier. On voit qu'il y a des choses qui s'initialisent encore au fur et à mesure. Maintenant, le transfert des données, comme je disais, au niveau des scripts, seul l'URL change et le nom de dossier, dans le sens où, pour les utilisateurs, le nom de dossier qui va contenir s'appelle document, et pour Teams SharePoint, le nom s'appelle document partagé, et shared folder en anglais. Donc, transfert de données, donc on a Robocopy qui n'est pas une bonne idée. Alors, premièrement, depuis NetApp, il refuse de copier les métadonnées. On ne peut donc pas utiliser, pas de MIR, bien entendu, pas de copie de sécurité, etc. Et donc, du coup, il ne copiait pas non plus les dates et heures correctement, ce qui fait qu'on ne pouvait pas envisager de Robocopy Delta. Un autre problème aussi, c'est comme il n'y a pas de temporisation, c'est-à-dire qu'il ne sait pas copier les gros fichiers sur Office 365. Donc, dès qu'il y a un gros fichier qui arrive, on a le throttling Office 365 qui dit bah non, c'est trop gros, vous consommez trop de données, vous insérez trop de données à un moment précis, et donc ça ne marche pas. Donc, sur le web, il y a plein de petites fonctions qui expliquent comment migrer des gros fichiers sur Office 365. Ce que préconise Microsoft, c'est de le synchroniser dans OneDrive, c'est-à-dire qu'en fait, vous remplissez votre OneDrive local sur ma machine, et lui, il va répliquer les données au fur et à mesure sur Office 365, en tenant compte du throttling. Donc, du coup, on en est venu à utiliser un script personnalisé PowerShell. Dans un premier temps, pour gérer les gros fichiers, et au fur et à mesure, on a rajouté les métadonnées, notamment dans la plupart des cas, c'est-à-dire quand vous copiez un fichier, sa date et heure sont bien correctes. Malheureusement, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a une database derrière SharePoint, et lui, il va mettre l'heure de création. C'est en fait, si vous ajoutez un fichier aujourd'hui, qu'importe que le fichier ait été modifié hier ou créé il y a 5 ans, lui, il va mettre la date d'aujourd'hui, c'est celle-là que verra l'utilisateur en arrivée. Donc moi, j'avais un client chez qui il y avait des événements chaque année, etc. Et donc l'année de création et l'année de dernière modification étaient très importantes. Alors, le type d'erreur qu'on rencontre, c'est que déjà Windows, PowerShell et Office 365 ont tous des caractères différents acceptés ou interprétés. Il y a le problème des espaces qui sont acceptés dans le serveur de fichiers, qui ne sont pas acceptés au niveau d'Office 365, notamment les espaces avant ou après. Certains caractères spéciaux sur Mac peuvent bloquer. Et l'interprétation, c'est quand vous utilisez PowerShell, par exemple, si vous mettez un fichier avec des noms de crochets, bah pour lui, les crochets, il pense que c'est un tableau, il pense que c'est quelque chose. Et donc, on doit utiliser des options particulières pour éviter ce type de problème. Bon, après, on n'a pas. Quand vous faites des copies sur 24 heures ou plus, vous pouvez avoir des resets d'accès, des
des switches qui redémarrent, tout un tas de petits problèmes. On a le throttling, donc le fait que lorsqu'on inclut des actions qui vont agir sur un tas d'éléments, il faut mettre un timeout, parce qu'en fait, on a droit qu'à un certain nombre de queries, un certain nombre de mises à jour à un moment donné. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est qu'à chaque fois que vous avez fait un lot de queries ou de copies importantes, il faut mettre un petit timeout, et après on peut reprendre. Et donc ça, il faut que ce soit géré par le programme. Alors si vous incluez à la main directement, vous avez un message qui dit attention, vous avez mis trop de données, vous devez attendre le jour suivant pour continuer. Bien entendu, en termes de migration, c'est pas du tout intéressant. Alors la taille de fichier, comme je dis souvent, comme on met une fonction particulière qui copie des gros fichiers, si pour n'importe quelle raison il y a un blocage en cours de route, il arrive que le fichier soit créé, que les métadonnées soient présentes, mais qu'en fait, il n'a pas réussi à copier toutes les données et le fichier est considéré comme vide. Donc ça, il faut se méfier. Après la migration, il faut passer en revue pour voir tous les fichiers qui ont une taille 0, voir si c'est normal, est-ce que c'est comme ça dans la source ou pas. On a des longueurs de dossiers ou de fichiers qui sont différentes aussi dans Windows ou sur Office 365. Alors sur Office 365, on a droit à 64 caractères pour le nom, 320 je crois pour le chemin, l'URL inclus. Et souvent, lorsqu'on utilise Robocopy ou même PowerShell, on a une limite aux environs 250 et quelques caractères. Alors se méfier aussi de certains dossiers cachés au système. On a des clients facétieux qui mettent des données dans des dossiers cachés. Donc là, pareil, il y a des options particulières à inclure pour que ça marche. Donc là, on a une petite démo. Alors je ne sais pas du coup si on va pouvoir l'utiliser tel quel. Il m'a validé, c'était pas prévu. Donc là, on a notre environnement qui est créé. Donc l'avantage ici du script que j'ai fait, c'est qu'on peut utiliser n'importe quelle unité. Donc vous êtes connecté sur un partage d'un serveur. En l'occurrence, chez mon client, c'était un étape. Et ah oui, c'est vrai que donc, déjà, on va regarder le script par lui-même. Je vais lancer l'autre fenêtre en mode. Alors c'est vrai que lorsqu'on a beaucoup d'instructions différentes à lancer, moi je retire cet aspect accès à l'environnement, dans le sens où, comme je vais lancer plusieurs opérations à l'usine directionnelle, je n'ai pas envie de retaper systématiquement le login et le mot de passe. Effectivement, donc du coup, dans tous les scripts, je garde le même système de credential et donc je le fais une fois pour toutes au début, sauf que là, le copier-coller n'a pas fonctionné. Il ne fonctionne toujours pas d'ailleurs. Non, désolé. Il va vouloir que je tape tout d'un coup. Hop, 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 hop.
Donc là, il me le voit bien, il n'y a pas de raison. Donc là, j'arrive bien à coder. Alors ici, bon, effectivement, j'ai laissé un gros fichier dans le temps, en l'occurrence un PST. Donc là, j'ai un programme qui fait quoi? En fait, il examine de part et d'autre la liste des fichiers. Alors, je vais le réouvrir en... je rentre l'ASP Pulverizer. Il y a une boucle principale, je la lis relativement simple, où on... Alors ici, c'est un élément que je dois améliorer, mais qui est pas, pour le moment, qui n'est pas tellement important. C'est qu'en fait, je prends directement tous les fichiers d'un seul coup dans une variable. Alors, j'ai testé chez client plus de 150 000 fichiers, ça passe sans problème. Donc, je prends tous les fichiers et après, je boucle sur tous les éléments, dossiers et fichiers qu'il a trouvés. Donc, à chaque fois, je prends... Alors, ce qui est important, effectivement, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments. Par exemple, le tiret force que vous devez rajouter s'il y a des dossiers qui sont cachés, qui doivent être gérés. Donc, je prends la date et heure des créations. Je vais pouvoir les utiliser par la suite pour faire des tests. Et si le fichier est trop gros, en l'occurrence, j'ai mis 9 mégas, enfin, c'est la taille. Là. Donc, ici, j'ai un check. Donc, ça, c'est ce qui est utilisé par la fonction de copie. Donc, là, j'ai trouvé sur Internet des fonctions et que j'ai dû adapter. Alors, effectivement, mon problème initial, c'est que j'avais trouvé aucune commande qui permettait à la fois de gérer les gros fichiers et de gérer toute une arborescence copiée, et encore moins avec la mise à jour des métadonnées. Donc là, j'ai ma boucle qui permet de passer en revue tous les dossiers, de vérifier si je copie ou pas. Et j'ai ma fonction dans laquelle je vais récupérer, alors selon que ce soit un fichier ou un dossier, il y a un petit traitement différent. On verra après la logique, on va expliquer en fonction du temps les métadatas. Et donc, je peux donc je copie le gros fichier, et si ce n'est pas un gros fichier, je mets à jour un utilisateur. Je mets à jour la date de création et la date de modification. Alors, c'est vrai que par défaut, par exemple, la date de création n'apparaît pas dans les affichages SharePoint ou Teams, on peut tout à fait les ajouter. Donc ici, il est encore en train de traiter. On va le laisser continuer tranquillement. Alors, si on regarde ce que ça donne au niveau d'affichage, j'ai bien les éléments qui commencent à apparaître. J'ai bien les dates ici, en l'occurrence, de dernière modification. Là, par exemple, le fichier n'est pas fini, donc il n'a pas appliqué les métadatas correspondantes. Et maintenant, dans l'affichage, je peux modifier l'affichage actuel. Et je peux, alors c'est vrai que peu le font. Alors c'est vrai qu'aussi la plupart des outils de migration modifient bien les dates de création, modification des fichiers, mais pas des dossiers. Donc là maintenant, j'ai bien les dates de création initiale. Donc si on a des clients pour qui c'est important parce qu'ils avaient des dossiers, des événements à des années précises, on peut retrouver facilement et on a le classement qui va bien. En revanche, tout élément ajouté, on voit aussi par exemple en même temps, donc là j'ai changé le nom du propriétaire, on peut affecter un propriétaire. Pourquoi? Parce que lorsque j'avais fait ma première migration chez client, tout appartenait à un compte administrateur. Tout était vu comme étant créé et modifié par un compte administrateur. Et en plus, c'était marqué compte externe à l'entreprise, donc ça faisait un peu moche. Donc maintenant, à chaque groupe, on va pouvoir affecter un nom d'utilisateur par défaut qui va être le responsable du groupe, en l'occurrence. Alors, la bibliothèque CESOM, grosso modo, c'est une librairie d'accès à SharePoint. Il y a des versions pour quasiment chacune des versions de SharePoint. Il faut savoir qu'il y a une version maintenant qui est dédiée à Office 365, qui apporte quelques nouvelles propriétés. En revanche, ce que j'ai utilisé, moi, c'est la librairie SharePoint 2016, qui fonctionne très bien aussi sur Office 365, et à partir du moment où on n'a pas besoin des nouvelles propriétés particulières.
Alors, j'ai vu aussi, maintenant, j'ai trouvé très peu d'exemples qui utilisent les commandes PNP. Donc, on est censé, en PNP, pouvoir faire des moves, des copies, on peut personnaliser le site, on peut effectivement adapter pas mal de choses. Malheureusement, j'ai trouvé très peu d'exemples concrets qui utilisent et qui faisaient surtout ce dont j'avais besoin. Alors, comment mettre à jour les métadonnées? Tout d'abord, les dates de création et modification sur les fichiers et les dossiers, ce que ne font pas la plupart des outils de migration. Donc, si on télécharge, par définition, si vous copiez à la main, ou parce que l'on a vu tout à l'heure, maintenant l'utilisateur peut très bien copier de lui-même du local vers soit son OneDrive, soit vers Teams. Dans ce cas-là, les dates de création qui seront apparaître, ce ne sera pas la date d'origine du fichier, ce sera la date à laquelle le fichier sera apporté dans le Teams ou dans le OneDrive. On peut affecter un nom de créateur et un nom d'éditeur. Alors, c'est très important aussi dans les fonctions, lorsqu'on met à jour les métadatas, au début, j'avais trouvé la fonction update qui fonctionnait très bien. Donc, c'est-à-dire, je mettais à jour les données. L'inconvénient énorme, c'est qu'en fait, quand vous faites l'update, il fait une nouvelle version. On a droit à 500 versions par défaut. Et surtout, il copie les données aussi. Donc, quand vous aviez des fichiers, moi j'ai des clients qui avaient des vidéos de 10, 20, 30 gigas. Et les 1 Tera de données qu'on avait copiées, ils sont très vite arrivés à 3 Tera à l'arrivée. Parce qu'en fait, je faisais plusieurs updates. Et en particulier sur le gros fichier, parce qu'il ne passait pas correctement du premier coup. Et donc, on était arrivé très vite aux 2 Tera 8 auxquels le client avait droit. Donc, j'ai dû d'abord afficher la notion de version. Et j'ai dû aller plus loin en disant, maintenant, il faut que je supprime toutes les versions en trop. Ne serait-ce que pour récupérer la place. Donc là, les éléments importants. Le tiret force, effectivement, pour le prise en compte des éléments cachés. L'itinéraire path, c'est pour empêcher PowerShell de prendre les caractères, les crochets, les caractères spéciaux comme étant du langage. Il faut dire, tous les caractères bizarres qu'il rencontre, il les prend en tant que faisant partie de notre fichier. Et donc après, la fonction comme CSOM upload, la fonction qui permet de copier les gros fichiers. Donc c'est une fonction qui à la fois intègre le fait qu'il va transférer par slice, c'est-à-dire par morceau, par bloc, en l'occurrence d'un certain nombre de mégas vers Office 365, et qui va inclure aussi un timeout en disant pour ne pas se faire frotter, ça va se faire bloquer parce qu'on émet trop d'éléments. Comment dire, on va utiliser une petite fonction, on va rajouter un timeout entre chaque copie de bloc pour ne jamais tomber dans cette règle qui fait qu'on transfère trop d'éléments à la fois. Donc maintenant, les objets CSOM, ça fonctionnait quoi? Premièrement, c'est l'URL du site auquel on veut accéder, le nom de la librairie ou du dossier dans lequel on va. On va définir un contexte de travail. Dans ce contexte, on va définir une authentification, sous quel compte on va accéder. Alors le web, c'est plus un raccourci, on peut l'utiliser ou pas l'utiliser. Ce qui est important de voir, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un certain nombre d'actions, par exemple là, on va charger, ici dans l'occurrence, on va charger le web auquel on veut accéder, on va charger un utilisateur, on va le vérifier, on va précharger les données. Le execute query qu'on mettra en dessous, il va faire les deux événements à la fois. Alors ça veut dire qu'on a tout intérêt à limiter le nombre de queries que l'on fait. Donc toutes les actions qu'on peut faire et qui ne sont pas dépendantes les unes d'entre elles, on peut les grouper et faire un execute query qui va activer en fait tous les loads, tous les éléments qu'on a pu faire précédemment. Il y a des cas, bien entendu, c'est pas possible. Par exemple, si on veut modifier les métadonnées, on va d'abord faire une première requête pour récupérer les métadonnées existantes, les modifier et faire une deuxième requête pour mettre à jour. On ne va pas pouvoir, évidemment, faire les deux en une seule fois. Alors, comment on lit les métadonnées? En fait, on pointe sur le fichier, sur l'objet, on lui demande de lister tous les champs possibles, et on fait un load, et on lui dit « je veux charger des éléments ». Donc ça, c'est pour lire les données existantes. Pour écrire les données, on va simplement réaffecter les valeurs. Alors, ce qui est très important, c'est que les éléments sont case sensitifs. Donc on a l'éditeur, la dernière qui a modifié, l'auteur, la date de création, la date de dernière modification. Et donc là, dans mon script, j'ai remplacé le update par update overwrite version. C'est-à-dire qu'en fait, dans les exécutions suivantes, au lieu de lui dire tu crées une nouvelle version et tu dupliques les données systématiquement, tu vas mettre à jour les informations sans dupliquer la donnée. Et donc ça, c'est énorme, effectivement. Et certainement aussi un gain de temps en termes de réplication. Alors, aussi bien sur OneDrive que sur SharePoint, attention, il y a 500 versions par défaut.
Alors, uniquement sur la partie librairie, hein, pas sur les listes, pas sur les autres objets de type messagerie. Donc effectivement, comme on dit, il ne faut pas avoir 500 versions d'un fichier de 300 mégas. Vous risquez d'arriver très vite à out sur la place et le stockage. Ce qui est important aussi, c'est qu'on peut désactiver le versionning, mais ça ne supprime pas les versions existantes, donc c'est-à-dire qu'il faudra faire un traitement. Donc là, je vais pouvoir vous fournir des scripts qui à la fois désactivent le versionning, si on veut le totalement désactiver, et qui permet aussi de nettoyer toutes les versions, si on veut supprimer, et récupérer de la place de manière importante. Maintenant, il faut le faire à bon escient, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a peut-être des gens qui ont besoin de 2 ou 3 versions d'un même document. Si vous voulez savoir où ça se trouve, on peut aller dans Paramètres, Bibliothèque de site, Personnaliser la bibliothèque de documents, Paramètres de contrôle de version. Par défaut, si c'est activé, il vous indique le nom, il n'y a pas de bouton pour dire désactiver. C'est-à-dire qu'en fait, on est quasiment obligé de passer un PowerShell pour désactiver. Et quand c'est désactivé, vous revenez sur l'écran et là, dit tiens, j'ai envie d'activer autant de versions. C'est pas évident. Alors après, maintenant, on peut peut-être simplement limiter le nombre de versions, on peut mettre 500 par défaut. Oui. À noter que Teams ne permet pas, alors ça c'est une demande que j'avais faite aussi à l'équipe Teams, c'est dire on ne peut pas à partir de Teams accéder aux anciennes versions d'un même document, on est obligé de basculer dans l'environnement SharePoint. Alors là c'est un petit peu d'explication sur le script d'affichage nettoyage des versions. Alors l'aspect requête que je disais tout à l'heure, par exemple ici on peut récupérer tous les dossiers d'un coup, tous les fichiers d'un coup. Là je dis je suis dans le contexte d'un dossier, je lui dis donne-moi tous les dossiers, tous les fichiers de ce dossier, je fais un execute query, j'ai une liste complète. Je ne vais pas faire une requête fichier par fichier. En revanche, lorsque j'ai envie de récupérer la liste des versions d'un fichier, là je vais faire un requête, je dis donne-moi toutes les versions de ce fichier. Et derrière, je peux afficher combien j'ai de versions pour ce fichier. Donc là, on va continuer rapidement, on verra après en fonction du temps si on a le temps de vous montrer comment, enfin le script qui permet d'effacer les versions, le script qui permet de désactiver le versionning. Transfert entre Teams et OneDrive. Alors, il faut savoir que l'utilisateur, une fois qu'il est connecté à son environnement, que ce soit Teams ou SharePoint, il peut très facilement déplacer des dossiers entiers de l'un vers l'autre. Au niveau graphique, c'est facile. Dans le résultat, c'est pas toujours très bon parce qu'en fait, dès qu'on atteint un nombre de gigas précis, du genre 2-3 gigas, dès qu'on atteint un nombre d'éléments trop important, le déplacement ne va pas jusqu'au bout. Alors souvent, il crée les dossiers, mais il ne crée pas le contenu. Et donc, du coup, j'ai dû faire une fonction particulière pour valider et terminer la validation d'un déplacement. Alors, ça veut dire aussi, souvent, il y a des gens qui font ce transfert-là et on cherche où sont passées les données. En fait, c'est un utilisateur qui a transféré dans son environnement. Donc, en fait, il y a un vase communicant entre le OneDrive et le SharePoint, le Teams, et les données peuvent très facilement basculer de l'un vers l'autre. Alors là, bon, c'est plus les éléments clés que j'ai utilisés. La différence par rapport à avant, c'est que là, on doit utiliser 2 contextes, un contexte source qui serait par exemple Teams et un contexte destination qui serait le OneDrive. Là, j'ai voulu utiliser la fonction moveCopy qui est fournie par le client SQL, simplement les limiter à 50 mégas. Donc du coup, j'ai dû faire une fonction. Alors j'avais la fonction qui faisait le upload qui permet de charger un gros fichier. J'ai dû faire une fonction download qui dit prends le gros élément dans le SharePoint, dans le site SharePoint, je le mets en local sur mon disque dur, donc heureusement j'ai de la fibre, donc c'est pas un gros souci, et après je rechargeais le document au bon endroit. C'est-à-dire que à l'écran, que ce soit graphiquement ou avec la fonction moveCopy, c'était pas possible. C'est un peu dommage. Donc ici, oui, je voulais faire une démo, donc montrer que le transfert entre les deux était facile. En revanche, le script que j'ai fait pour débloquer, lui, ne sera pas, à mon avis, nécessaire parce que on n'a pas le temps de faire. Donc là, s'il me reste 1 minute ou 2, je ne sais pas si j'ai perdu tout le monde. Non, tu peux finir là, 1 minute ou 2. On a fini les 50 minutes, mais vas-y. C'est pour montrer rapidement au niveau du client. Passer par le portail bête et méchant. On va passer par Teams.
Donc le bookmont 2, donc là on a normalement des données qui se sont chargées. Si j'avais été dans le fichier, ce serait pas plus mal. Donc là, il a continué à faire sa copie bravement, il a affecté les utilisateurs un peu partout. Maintenant, si je veux faire des transferts, je vais me placer dans le mode SharePoint. J'ai un dossier qui est ici. Je peux très bien dire, en fait, je vais le déplacer. Et là, il va me proposer de le copier dans mon OneDrive. Donc c'est un déplacement. Donc c'est-à-dire que s'il a fini, le dossier n'existera plus sur la source. Alors soit je peux le définir, je peux le rajouter dans un nouveau dossier, soit je le mets dans la racine et il va se mettre directement. Alors le problème, c'est qu'ici, cet événement-là, alors ici ça se passe bien, donc on voit qu'il a déjà disparu sur ma source. On voit que ça se passe bien, mais on n'a pas le suivi, on n'a pas le statut. Alors quand on a des gros éléments, on peut effectivement, alors, je ne sais pas si on voit ici, un petit peu grand. Lorsqu'on a des activités, on a les fichiers qui apparaissent, etc. On a la notion plus détail. Et là, par exemple, il dit bah, vous avez supprimé, vous avez déplacé, etc. On a un statut, donc lorsqu'on fait des gros déplacements, et si vous avez le malheur de faire plusieurs déplacements simultanés ou des trop gros, bah, il y a un moment, il s'arrête. Et parfois, ça reprend, parfois, on ne sait pas où ça va, on n'a pas un suivi complet. Et c'est pour ça que j'ai dû faire une fonction particulière pour dire bah, je vais déplacer moi-même et je vais terminer les déplacements moi-même en étant sûr que les gros fichiers seront gérés, seront bien traités, et en même temps, je récupère les métadatas au passage. Donc, si je vais dans le OneDrive, je retrouve bien mon dossier Accent qui a été copié avec effectivement le nom d'origine. Et là, pareil, j'ai la fonction déplacement qui me permet de le remettre directement dans n'importe quel. Ah, il n'a pas vu le bon. Effectivement. Bon, les données sont bien là. Bon, il n'y a pas grand-chose dedans, hein, c'est pas grave. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de soucis non plus. Voilà. Alors, merci beaucoup. On peut prendre quelques questions, sachant que les autres sessions, la session suivante commence. Donc, 5 minutes maximum. Ceux qui n'ont pas de questions peuvent, peuvent quitter. Et sinon, je vais aussi arrêter l'enregistrement. Merci.